Bien, et nous allons maintenant accueillir pour cette troisième et dernière présentation de la première partie de cette matinée Didier Fontenille. Donc, Didier est directeur de recherche émérite de l'IRD. Nous le connaissons bien, l'Institut Pasteur, puisqu'il a été également directeur de l'Institut Pasteur du Cambodge. Il est entomologiste, un grand spécialiste donc, des moustiques notamment. Et lui aussi s'est battu contre les eaux stagnantes qui sont les gîtes larvaires des moustiques pendant toute sa vie. Et il va nous parler de sa conception de la ville du futur, notamment par rapport, j'imagine, aux problèmes que pourraient poser un certain nombre d'insectes vecteurs. Didier, c'est à toi. Bonjour à tous, puis merci de cette invitation. J'apprends beaucoup depuis hier et j'espère que vous renouvellerez l'expérience parce que c'est juste passionnant. Alors, je vais parler d'un sujet qui peut paraître anodin. Bon, les insectes, les petits insectes. Mais bon, en fait, le diable se cache dans les détails, comme vous le savez tous. Donc, je vais faire quelques présentations et puis bon, je vous prie déjà de m'excuser si je casse un peu l'ambiance. Mais enfin, Philippe Tansonetti a déjà commencé. Mais vous allez voir que je termine quand même par un message optimiste. On peut faire quelque chose. La vie du futur face au risque entomologique. Alors, donc je fais cette présentation, mais j'ai beaucoup travaillé avec Florence Fournet, une collègue de Montpellier. D'accord, je vais utiliser ça. Donc, entomologie, ce sont les insectes, bien sûr. Et on sait très bien on l'entend, on le lit, qu'il y a une baisse de la biodiversité, et en particulier une baisse des insectes dans la ville et hors de la ville. C'est dû à l'appauvrissement général des milieux, c'est dû aux insecticides, c'est dû aux espèces envahissantes parfois, et puis bien sûr au changement climatique. Ça, c'est un rapport de nos collègues de l'Académie des sciences. Il est urgent d'agir pour les insectes. Les moustiques sont des insectes. Et puis très récemment, c'est-à-dire cette semaine, a été libérée et émise la stratégie nationale sur la biodiversité. Même la Première ministre a parlé de biodiversité, de qualité de vie et de santé, donc ça c'est plutôt bien, avec un certain nombre de mesures, renforcer les trames écologiques dont on a parlé hier et dont je vais parler, en particulier les trames écologiques en ville, et puis ramener la nature en ville pour le bien-être des citadins. Donc ça, c'est le cadre global. J'ai juste une petite diapo encore. Philippe Clergeau, hier, a parlé de biodiversité. Et on ne peut pas comprendre ce que je vais dire ensuite sur les maladies vectorielles si on ne le place pas dans un cadre sur la biodiversité. Philippe a bien expliqué que les agents infectieux étaient des composantes essentielles de la biodiversité, c'est vrai. Donc la biodiversité, c'est les espèces. Alors, on parle des mésanges, des rats, des rongeurs, tout ça, dans la ville. Ça, ce sont les espèces. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est leur variabilité génétique, c'est la biodiversité génétique, c'est-à-dire l'étendue du polymorphisme génétique qui permet de s'adapter et de coloniser de nouvelles régions et de s'adapter à des changements, y compris climatiques. Et puis le plus important, et la vraie biodiversité, en fait, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire ce sont les interactions qu'il y a entre toutes ces espèces et tous ces génotypes. Bon, depuis la Covid, on parle de variants, mais ce sont des génotypes des différentes espèces, y compris les agents infectieux. Alors, ayant dit ça, les insectes, c'est ça, c'est magnifique, c'est beau, et y compris les insectes en ville. Donc, qui ne va pas être émerveillé par les abeilles qu'on trouve en ville, les pyrites blanches, les cyanes bleues, les hannetons, et bien sûr les cigales. Ce sont des insectes qui colonisent, qui se développent beaucoup dans les villes, mais de moins en moins, parce qu'il y a une perte de cette biodiversité. Et donc, parfois, ce sont aussi ceux-là qui se développent dans les villes. Alors, il n'y a pas que des insectes. Vous verrez qu'il y a une tique qui n'est pas un insecte, qui est un acarien, mais on les considère comme, donc, c'est le groupe des arthropodes. Et parfois, donc, ils sont, comme je le dis ici, ils sont désagréables et parfois dangereux, nuisibles. Donc, ce sont des mots un petit peu qui ont été galvaudés. Et ils sont nuisibles pas seulement pour l'homme et les vertébrés, pas seulement les humains et les vertébrés, mais également pour les plantes. Donc, bon, vous reconnaissez un certain nombre d'insectes, les mouches, les fourmis, des puces, dont on a un petit peu parlé hier avec la peste, je reparlerai. Bon, les cafards, les punaises de lit, je vais en parler, les tiques, et puis, les moustiques en haut, et puis tous ces insectes
on côtoie moins, mais que vous avez sur vos plantes dans vos jardins, et les agriculteurs les connaissent très bien, les pucerons, les alurodes, les cicadelles, les cochenilles, les psylles, etc. Tout ça, ce sont des insectes qu'on trouve en ville et qui ont un impact, un intérêt, impact positif ou négatif, un intérêt pour les humains. Alors, les insectes en ville, ce n'est pas vraiment nouveau, évidemment. Les insectes considérés comme impactants, nuisibles. Donc, quoi de neuf? Eh bien, les puces, on a parlé de la peste hier. Moi, j'aime bien la peste, j'ai travaillé sur la peste à Madagascar, sur les puces, surtout de la peste. Bon, c'est pas nouveau, la peste, c'est dû à une bactérie qui est transmise, de rats, qui est transmise par des puces. Donc, on a ces grandes pandémies de peste, eh bien, c'était bien des insectes en ville. Les poux et le typhus exanthématique, typhus endémique, une rickettsiose, donc les poux, ce sont des insectes qui transmettent des agents infectieux. Les moustiques, évidemment, urbains, et en particulier le paludisme. Je vous montrerai une diapo, il y avait du paludisme à Paris. Versailles a été retardé, les travaux ont été retardés, parce qu'il y avait des ouvriers qui mouraient, et c'était du paludisme. Et puis, bien sûr, les punaises de lit. Donc, qu'est-ce qui est neuf par rapport aux insectes en ville? Ce qui est neuf, c'est les changements globaux qui sont accélérés très, très sérieusement depuis quelques centaines d'années, mais dizaines d'années, et puis même les années très récentes. Évidemment, l'urbanisation, donc on parle des villes, il a été dit hier que 70% des humains bientôt de la Terre vivraient bientôt en ville. La mondialisation, c'est-à-dire tous ces échanges. La modification effrénée des écosystèmes avec cette perte de biodiversité, et puis bien sûr le changement climatique. Ça, c'est nouveau. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les insectes en ville, et est-ce que ça va impacter nous, humains, nos animaux, nos plantes? Alors, bon, bien sûr, je ne pourrais pas ne pas commencer par les punaises de lit. Alors, je vous rassure, il y a eu non pas une épidémie de punaises de lit, mais une épidémie médiatique de punaises de lit. Ceci dit, les punaises de lit augmentent quand même, année après année, dans les grandes villes. Moi, j'ai suivi ce qui se passait à New York. On a pondu un rapport il y a une quinzaine d'années là-dessus. Et ça, c'est un rapport de l'ANSES. Alors, si vous voulez tout savoir sur les punaises de lit, accrochez-vous, 257 pages sur les punaises de lit. Donc, vous saurez vraiment tout. Alors, bon, les punaises de lit, c'est nocturne. Ce sont des insectes, donc, c'est nocturne, hématophages. Les punaises de lit ne transmettent pas d'agents infectieux. Ça, c'est presque une exception, et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Le contrôle est très difficile, et elles résistent aux insecticides. Donc, c'est en expansion. Elles aiment bien les humains parce qu'elles profitent des matelas, des plinthes, etc., des meubles, pour se développer. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que leur espérance de vie est quand même assez longue. Et donc, voilà, on ne s'en débarrasse pas comme ça d'un coup de baguette magique. Et donc, à tel point que c'est devenu une priorité du plan national santé-environnement, le PNSE 4. Bon, il y a beaucoup de priorités. Hein. Si vous lisez le plan, c'est pareil, il est très long. Mais c'est une des priorités. Et on le comprend, hein, les citoyens sont quand même... nous sommes quand même impactés par ces punaises de lit. Mais surtout, les insectes, les acariens, peuvent transmettre des agents infectieux et sont ce que l'on appelle des vecteurs. Par exemple, ici, un cycle extrêmement simple de la dengue, le petit virus de la dengue au milieu, qui est transmis d'humain à humain par des moustiques qu'on appelle des Aedes. Les moustiques, comme vous le savez, ont une phase aquatique et une phase aérienne. Donc, la femelle pond ses œufs en bordure d'eau ou en surface d'eau. Ça donne des larves qui se développent dans l'eau en quelques jours, quelques semaines s'il fait froid, qui donnent des adultes aériens qui vont se nourrir de sang, etc. Donc ça permet la transmission d'un agent infectieux, d'un hôte vertébré ou d'une plante à une autre. Alors, il n'y a pas que les moustiques dans la vie, et ça, je mets souvent cette diapositive pour expliquer que les vecteurs, c'est un monde absolument incroyable. Je vous ai parlé des insectes qui transmettent des agents infectieux aux plantes, c'est en bas, avec des noms un petit peu compliqués. Il y a des arthropodes insectes qui transmettent des agents infectieux aux vertébrés. Et puis surtout pour l'homme, c'est sur la droite. Donc vous voyez des maladies qu'on connaît, la dengue, Zika, chikungunya, West Nile, le paludisme, typhus, la peste, la maladie du sommeil, la maladie de Chagas en Amérique du Sud, les leishmanioses, ceux qui ont des chiens, ils savent ce que c'est. Et puis les maladies attiques. Tout ça, c'est des tas d'insectes et d'arthropodes qui peuvent transmettre ça. Je vais prendre quelques exemples qui concernent les villes. Et volontairement, je ne prends pas que les villes, je ne prends pas que Paris.
Je vais commencer par l'Afrique, où j'ai vécu très longtemps. Et en particulier, j'ai travaillé sur la dengue, bien sûr, d'autres maladies, mais sur le paludisme, beaucoup. Et le paludisme, c'est un grand succès, mais c'est un grand échec aussi. C'est un grand succès parce qu'on est passé, dans les années 2000, de 1 million de morts, surtout des enfants africains, à peu près 600 000 morts. Donc on va dire qu'on a quand même sauvé 400 000 enfants, mais il y a quand même 600 000 morts. Et on stagne actuellement. Et une des raisons de cette stagnation, en dehors de la crise Covid qui a un peu perturbé tout, c'est que eh bien, le paludisme s'est installé en ville en même temps que les habitants. Les villes africaines deviennent de plus en plus grandes. On a vu le nombre d'habitants à Lagos tout à l'heure. Et ces ruraux qui viennent en ville, eh ben, ils ont besoin de se nourrir, et donc ils profitent des bas-fonds, ils profitent des zones inondables en ville pour développer ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du maraîchage et de l'agriculture qui était rurale et qui est devenue urbaine. Donc ici, c'est en Afrique de l'Ouest, on voit très bien du maraîchage. J'ai vu, il y a des rizières, j'aurais pu mettre ça aussi dans les villes maintenant, et il y a de l'eau, et donc comme je vous l'ai dit, les moustiques, ils pondent dans l'eau. Et en particulier, comme moustiques, ce sont ça s'appelle des anophèles. Ce sont des moustiques vecteurs de plasmodium du paludisme. Et donc, les moustiques sont rentrés dans la ville. Anopheles gambier, Kouludzi, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, en rentrant dans la ville, donc ils sont présents maintenant en ville, mais ils deviennent de plus en plus abondants en ville. Leur comportement s'est adapté à la ville, c'est-à-dire qu'ils piquent volontiers l'homme, alors qu'avant, ils pouvaient piquer les bovins, ils pouvaient piquer les moutons, les chevaux, etc. Donc là, ils ont choisi l'homme parce que c'est ce qui est le plus pratique en ville. Hein. Il y a beaucoup d'humains. Et dans du maraîchage comme ça, les paysans, ils veulent avoir des légumes, donc ils mettent beaucoup d'insecticides pour lutter contre les autres insectes que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont des ravageurs des cultures, des pestes des cultures. Mais ces insecticides, ben, ils tombent dans l'eau, où il y a les larves de moustiques. Ne survivent que les larves de moustiques qui sont résistantes aux insecticides. Donc on a créé non seulement beaucoup de moustiques en ville, mais des moustiques résistants aux insecticides dont on ne sait pas trop quoi faire maintenant, sauf qu'ils transmettent le paludisme. Et alors, il y a pire. Et je vous ai dit que j'allais casser l'ambiance. Hein. Et il y a aussi des espèces vecteurs de paludisme, de plasmodium, des anophèles, donc, qui sont invasives. Et cette espèce s'appelle Anopheles stephensi. Vous voyez la carte d'origine, c'est l'Inde, beaucoup l'Inde, l'Asie du Sud. Eh bien, et la carte sur la droite, ce moustique maintenant est en train d'envahir l'Afrique. Et pourquoi il envahit aussi facilement, alors qu'au départ c'était un moustique asiatique? Parce que c'est un moustique urbain. La plupart des anophèles vecteurs de plasmodium du paludisme sont des moustiques ruraux. Quand ils sont en ville, ils sont sur des endroits qui ressemblent au rural, qui ressemblent à l'agriculture. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Vous voyez en bas des photos d'endroits où le moustique va pondre ses œufs et où les larves de moustiques vont se développer. C'est la plupart du temps des collections d'eau qui sont créées par l'homme. Des citernes d'eau, en particulier à Djibouti. Certains d'entre nous connaissent bien Djibouti. Des récupérateurs d'eau, etc., etc. Et vous voyez la courbe que vous avez en bas à droite, c'est le nombre de cas de paludisme à Djibouti. Eh bien, c'est juste une explosion des cas de paludisme. Et on aura la même chose au Soudan, on aura la même chose probablement au Kenya, c'est le point d'interrogation, au Nigeria, dont on sait maintenant que ce moustique est arrivé. Et puis, il va continuer sa progression, c'est inéluctable. Il va descendre. Et puis, il y a 2 départements français qui vont être touchés, probablement dans l'avenir, ça s'appelle Mayotte et l'île de la Réunion, où on a éliminé le paludisme, Mayotte quasiment éliminé, et la Réunion depuis longtemps. Et donc, on est inquiets, nous, Français, du fait que ce paludisme pourrait revenir en ville, dans les villes françaises de l'océan Indien. Alors, le paludisme en ville, je vous l'ai dit, hein, c'est pas vraiment nouveau, ça a toujours existé, mais on avait su le contrôler. Et quand on regarde les textes un petit peu, le creusement du canal Saint-Martin, alors j'ai choisi Paris parce qu'on est à Paris aujourd'hui, hein, j'aurais pu choisir d'autres régions françaises, il y a eu une épidémie de fièvre qui était manifestement du paludisme. Il y avait des moustiques anophèles en ville à Paris. Et puis, la grande époque pasteurienne, la salubrité a permis d'éliminer ces moustiques et surtout a permis d'éliminer les parasites qui ne circulent plus. Puis les médicaments, la quinine en particulier, il y a très longtemps, a permis d'éliminer le paludisme. Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, mais c'est quelque chose qui existe encore et qui se développe dans certaines conditions, en particulier en Afrique. Et puis, celui que vous attendez tous, c'est le moustique tigre. Alors, quand je fais des conférences dans le sud de la France, le public en sait plus que moi en général. Mais ici, j'imagine qu'il y a beaucoup de Parisiens.
Donc oui, voilà ce qui vous attend. Et ne vous faites aucune illusion, ça va arriver, c'est déjà là. Oui, c'est déjà là. Et alors, Aedes albopictus, c'est un insecte urbain. Il peut transmettre jusqu'à 44 virus expérimentalement, mais dans la nature, dans la vraie vie, c'est un excellent vecteur du virus de la dengue, Zika, chikungunya. Peut-être West Nile, on verra. Je vous donne les noms, peut-être la fièvre jaune. Alors, pourquoi c'est un moustique urbain? Parce que ce qu'il adore, c'est que ce moustique préfère, je vais reformuler, ce moustique a été génétiquement sélectionné pour être adapté à des collections d'eau créées par les humains. Bon, donc on va dire qu'il aime bien les humains, et en particulier, il aime bien tout ce qu'on crée. On a parlé des récupérateurs d'eau tout à l'heure. Bon, voilà, les récupérateurs d'eau, pour moi, entomologiste, c'est un vrai problème, j'en ai chez moi, hein, mais je fais quelque chose pour éviter qu'il y ait des moustiques dedans. Mes voisins ne le font pas. Donc j'ai beaucoup de moustiques, tigres. Les coupelles sous les pots de fleurs, vous avez, si vous lisez la presse, vous avez ça, y compris dans Le Monde, je crois, aujourd'hui. Alors les collections d'eau qui ne sont pas vraiment liées à des comportements individuels, les pots de fleurs, bien sûr, mais autrement, les récupérateurs d'eau dans la rue des eaux pluviales, ça c'est plus difficile. Les pneus abandonnés, or ça c'est interdit en France, mais on le voit encore. Et puis les gouttières qui sont mal drainées, et puis les cimetières. Dans les départements français d'outre-mer, il y a des grandes campagnes, en particulier pour la Toussaint, où on dit aux gens, oui, mettez des fleurs sur les tombes, mais ne mettez pas d'eau, mettez du sable humide, etc. Donc ça, le moustique tigre aime beaucoup ces collections d'eau. Et alors, pourquoi il aime ça? Parce qu'un petit peu d'histoire et puis un petit peu de changement climatique. Le moustique tigre est un moustique qui pondait dans des creux d'arbres en Asie du Sud-Est, dans des forêts. Et puis, il est passé des forêts aux villages, en bordure de forêt, et puis des villages aux villes. Et puis là, il s'est dit, ah tiens, je fais un peu d'anthropomorphisme là, mais il s'est dit, ouais, c'est pas mal, les humains, ils créent plein de collections d'eau, c'est bien plus pratique, plutôt que moi je me fatigue à aller chercher des gîtes dans les creux d'arbres où il y aura des prédateurs, il y aura des compétiteurs. Là, c'est nickel, c'est tout propre, c'est les humains qui me créent ça, c'est tout pour moi. Et évidemment, c'est ça qui s'est passé. Et après, génétiquement, le moustique a évolué parce qu'il a un polymorphisme génétique très, très important, il s'est adapté au climat tempéré. Donc là, c'est l'inverse du changement climatique. J'insiste là-dessus parce que c'est un contre-exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples où les insectes sont en progression à cause du réchauffement climatique, lui aussi d'ailleurs, mais il n'a pas attendu ça, c'est-à-dire qu'il s'est adapté à des climats tempérés. Il pond ses œufs dans des collections d'eau et ces œufs se conservent à sec. Par exemple, les pneus, on appelle ça la dormance, donc les œufs se conservent à sec plusieurs mois. Les Américains ont acheté des pneus au Japon où le moustique avait été introduit, et dans ces pneus, il y avait des œufs de moustique. Les œufs sont arrivés aux États-Unis. Les Américains des États-Unis ont stocké les pneus à l'extérieur, il a plu, les œufs ont éclos, ils ont donné des moustiques qui ont envahi les États-Unis. Les Américains qui aiment bien le business, ils ont revendu des pneus en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, et dans ces œufs cadeaux, dans ces pneus, on avait des œufs de moustiques qui ont attendu les pluies au printemps pour éclore, et c'est comme ça que ce moustique s'est envahi le monde entier, y compris, donc, j'insiste, les pays tempérés. Alors, je vous ai dit qu'il aimait bien l'homme parce qu'il aime bien les collections d'eau créées par l'homme, mais il y a pire, il aime bien l'homme parce que c'est son repas préféré. On a fait quelques études expérimentales d'offrir à des femelles de moustiques affamées des humains et puis un certain nombre d'animaux, des chèvres, des poulets à poids égal, des chiens, des veaux. Bon, en noir, c'est les humains. Systématiquement, le moustique tigre, Aedes albopictus, préfère se gorger sur humain. Alors parfois, en gris, vous voyez, il fait repas et dessert, c'est-à-dire mixte, les deux. Mais ça, c'est une plutôt mauvaise nouvelle parce que, comme je dis souvent, on fournit le gîte et le couvert aux moustiques parce que le gîte, c'est des collections d'eau où il pond ses œufs et le couvert, c'est nous. Donc le sang qu'il préfère, c'est le sang humain. Alors il a été sélectionné pour ça. Ses ancêtres étaient en forêt, mais il a été sélectionné pour être particulièrement adapté aux humains et du coup, alors que c'est un moustique extrêmement abondant dans les zones tropicales, maintenant qu'il est arrivé dans les zones tempérées, il est maintenant capable de transmettre des agents infectieux comme la dengue, Zika, chikungunya, également dans les zones tempérées. Si les virus sont introduits par des voyageurs, que ces voyageurs virémiques sont piqués par des moustiques autochtones qui vivent bien ici en région parisienne, à Paris, et que ce moustique survit assez longtemps, il va
il est possible qu'il retransmette le virus à quelqu'un qui n'a pas bougé et qui va avoir une maladie tropicale alors qu'il n'a pas quitté son appartement du 5e arrondissement. Et c'est ça qui s'est passé l'année dernière avec 65 cas de dengue autochtone en France hexagonale, dans le sud. Et cette année, on a élargi. Vous voyez 43 cas, donc 43, 65, c'est pareil, hein, statistiquement pas de différence. Mais on a 22 cas en Occitanie, 16 cas en PACA, et puis des cas en Auvergne-Rhône-Alpes et 3 cas en Île-de-France. Donc ça, je suis absolument désolé de vous le dire, ça va augmenter. Année après année, le moustique tigre va devenir plus abondant, plus sa distribution va augmenter. Et comme on continue de voyager dans des zones où il y a de la dengue, du Zika, du chikungunya, on va introduire ça. Et en particulier, les villes du futur, est-ce que les villes du futur seront vertes? Hier, on en a beaucoup parlé, je ne sais pas. Certains nous montrent les villes du futur avec des parcs, enfin, voilà, de dystopie. Et ça, c'est le Japon, c'est Tokyo, en fait, avec les grands parcs. Et en 2014, on a eu des épidémies de dengue dans les parcs. Donc finalement, le moustique a gardé un petit caractère ancestral, d'être adapté à des milieux aussi naturels. Donc on doit être vigilant et on a un programme, moi je suis à Montpellier, on a un programme régional sur effectivement la végétalisation des villes et l'évaluation du risque d'un certain nombre de maladies. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre Albopictus? Parce qu'à chaque fois, je présente un panorama catastrophique et puis on me dit toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Et on va commencer par la photo qui est complètement à droite. On peut lutter contre les gîtes à moustiques. S'il y a des collections d'eau qui ne sont pas nécessaires, eh bien, il ne faut pas les garder, il faut les vider. Si on a des récupérateurs d'eau, il faut les couvrir ou on met dedans un insecticide d'origine biologique qu'on appelle du BTI. Vous trouvez ça partout. Mais en tout cas, on voit bien un certain nombre de photos, ça inquiète les gens. Et puis, contre les adultes, moustiques qui volent et qui nous piquent, c'est ça le danger. C'est-à-dire c'est la femelle de moustique qui va vous transmettre, seules les femelles piquent, les mâles ne piquent pas, c'est la femelle de moustique qui va vous transmettre le virus de la dengue. Eh bien, la seule solution que l'on a pour le moment, à très court terme, s'il y a un foyer, c'est l'insecticide. Donc, bien sûr, moi je suis plutôt défavorable aux insecticides, mais voilà, les insecticides, c'est un peu comme les antibiotiques, quoi. C'est pas systématique, mais quand on en a besoin, eh bien, moi je suis favorable à les utiliser autour des foyers. Et dans l'avenir, très rapidement, non seulement les moustiques deviennent résistants, mais en plus il y a une opposition sociale à l'utilisation des insecticides, même s'il y a de la dengue. Donc vous voyez quelques photos ici qui viennent de la presse de cette année. Nous sommes absolument contre la pulvérisation de l'insecticide, ça s'appelle un péritrénoïde. Passez votre chemin. Sauf que quand on a ça, on permet la diffusion du virus et des gens qui ont rien demandé à personne, ils vont attraper la dengue, Zika ou chikungunya. C'est une vraie question pour les scientifiques et pour la société. Jusqu'où doit-on aller? Vous voyez que certains députés, d'ailleurs, sont beaucoup plus virulents que moi. Alors, il n'y a pas, encore dans les mauvaises nouvelles, il n'y a pas que la dengue. Il n'y a pas que le moustique tigre et les punaises de lit. Nous avons eu cette année l'émergence d'un virus que les scientifiques connaissaient bien, et les chercheurs connaissaient bien, qui s'appelle le virus du Nil occidental, West Nile, en bon français, et un virus proche qui s'appelle Uzutu. Et alors, c'est un virus d'oiseaux qui est transmis aux oiseaux par des moustiques qu'on appelle des culex. Donc, il y a 3700 espèces de moustiques sur Terre, il y a 65 espèces différentes en France. Les Aedes albopictus, c'est le moustique tigre, et là, c'est le moustique commun qu'on appelle Culex pipiens. Je crois que j'ai un pointeur ici. Hop, non, c'était pas ça. Bon, je laisse tomber. Et donc, du coup, on a eu au moins 47 cas de West Nile diagnostiqués en France cette année. Soit des gens malades, soit qu'on a retrouvé dans les banques du sang qui avaient attrapé le virus West Nile. Avec quelques cas d'encéphalite qui peuvent être sérieux. En Italie, en Espagne, en Grèce, des gens sont morts de West Nile. En Italie, beaucoup de morts. Et donc, du coup, c'est un virus qui doit... alors comme je dis, c'est un peu anecdotique d'une certaine manière, parce que 47 cas, c'est pas grand-chose, personne n'est mort. Mais c'est un virus qui touche aussi les chevaux, et bien sûr qui touche les oiseaux. Donc, en particulier, beaucoup d'oiseaux qui peuvent mourir. Alors, pour le moment, on ne les recherche pas trop, mais il y a un programme qui va se mettre en place. Alors, ces moustiques Culex pipiens, le moustique commun,
Où est-ce qu'il se développe? Eh bien, ce n'est pas comme le moustique tigre. Il ne va pas se développer dans des collections créées par l'homme. Il va se développer dans des collections d'eau, dans des réserves d'eau qui sont un peu plus naturelles, mais qui peuvent exister en ville. Donc ici, vous voyez, dans une zone industrielle, toutes les autres, c'est en ville. Et donc là-dedans, vous avez le moustique tigre qui va se développer. Ici, c'est à Paris. Hein. C'est ce qu'on appelle les jardins de pluie. Donc c'est une manière de récupérer l'eau. Donc ces jardins de pluie, c'est très beau. Mais il y a de l'eau, et on peut faire quelque chose. Hein. On aura des moustiques, mais on peut enlever les moustiques avec un insecticide d'origine biologique, sauf qu'on ne le fait pas. Et puis en ville, il y a des oiseaux. Et nous souhaitons tous augmenter la biodiversité en ville, c'est absolument indispensable. La biodiversité aviaire, ces différents oiseaux, eh bien voilà, ça fait partie ils portent des virus, et ça fait aussi partie de la biodiversité, donc il faut apprendre à le gérer. Mais pour bien le gérer, il faut le comprendre dans un premier temps. Donc, il faut développer des recherches pour savoir, évidemment, faire des analyses de risque. Je vais rapidement parler des tiques. Donc, ce ne sont pas des insectes, ce sont des arthropodes, des acariens. Et la végétalisation des villes du futur et les corridors verts dont on a parlé hier, et les parcs, permettent le développement d'un certain nombre de vertébrés, petits ou gros vertébrés, qui sont parasités par des tiques, et donc ça permet aux tiques d'amplifier un certain nombre d'agents infectieux, de virus et d'agents infectieux. Bon, vous connaissez tous la maladie de Lyme, mais il y a les encéphalites à tiques, peut-être dans l'avenir la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui sont transmises par ces tiques. Et donc, on a plusieurs villes d'Europe déjà, et ça c'est Anvers, où on a une augmentation des tiques dans les villes. Donc les gens qui vont se promener se font piquer par les tiques, et parfois ils se font contaminer par un virus, par exemple de l'encéphalite à tique. Je vais terminer avec les plantes, parce que c'est un impact économique qui est colossal, un impact social pour les agriculteurs, et un impact écologique lorsque l'on veut lutter contre les insectes ravageurs des plantes. Alors, peut-être parmi vous, vous êtes moins familier avec les plantes, enfin, je ne sais pas, mais vous voyez, c'est des noms un petit peu exotiques. Moi, j'aime beaucoup flavescence dorée de la vigne, plumppox virus, enroulement chlorotique de l'abricotier, maladie de Pierce, maladie du dragon jaune. Tout ça, ce sont des bactéries, des virus qui sont transmis par des insectes. Et donc, du coup, certaines villes développent la végétalisation, et en particulier dans le sud de la France. Alors, je n'ai pas pris Menton par hasard, parce que c'est la ville du citron, et Nice aussi. Et donc, les agrumes vont être très impactés par la maladie, la bactérie qui donne la maladie du dragon jaune, s'appelle Walongbing. Les États-Unis, c'est déjà une catastrophe économique, une catastrophe agricole et une catastrophe sociale pour les producteurs d'agrumes, dans beaucoup de pays, beaucoup de continents, mais pas encore la France. Et donc, du coup, le ministère de l'Agriculture est très, très attentif à ça. On s'attend, vous voyez les insectes ici, on s'attend à l'importation, les insectes sont là, mais on s'attend à l'importation de plantes porteuses du virus, et donc des épidémies chez les plantes. Donc, le futur de la ville, ce sont évidemment la végétalisation et l'augmentation de la biodiversité. Il n'y a pas photo, il faut le faire, mais il faut le faire en connaissance de cause, sachant qu'on peut avoir quelques impacts. Donc ici, vous avez des photos qui sont de merveilleux gîtes à moustiques. Là-bas, j'ai mis une photo du tramway de Montpellier. Donc c'est végétalisé, c'est magnifique le tramway, mais comme on arrose, il y a des petites réserves là sur le côté, c'est plein de moustiques. Donc bon, la collectivité est au courant et essaye de faire quelque chose. Donc comme je disais, le diable se niche souvent dans les détails. Voilà, donc végétalisation, des bénéfices indéniables, mais des risques à mesurer et à contrôler, et on a des méthodes pour faire ça, sauf qu'il faut les implémenter. Donc vous voyez, moustiques, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails parce que je suis en train de dépasser mon temps. La conclusion, c'est que oui, il faut renaturer les villes, que cet environnement urbain est quelque chose d'extrêmement complexe, avec les trames vertes et les trames bleues, que les agents pathogènes, les vecteurs, les autres, qui font partie de la biodiversité, c'est quelque chose qui est mal appréhendé pour le moment. Voilà, et que, alors finalement, les espèces d'insectes dites nuisibles ne sont pas si nombreux que ça, mais enfin l'impact est majeur. Donc ils n'ont pas besoin d'être nombreux en termes de nombre d'espèces pour que ce soit impactant.
Et bien sûr, vous l'avez compris, hein, la seule manière de faire quelque chose, c'est une approche intersectorielle. Ce n'est pas seulement un entomologiste, ce n'est pas seulement un ingénieur de santé publique qui va pouvoir faire quelque chose. Je termine avec ça. Hier, on a parlé des villes vertes, et j'appelle ça une fausse bonne idée. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. S'il y a des architectes, des urbanistes dans la salle, tout le monde n'est pas d'accord. Ça, c'est au Japon. Il n'y a plus d'humains, il n'y a que des moustiques. Paraît-il, c'est dans la presse... non, c'est pas au Japon, c'est en Chine, excusez-moi. Oui, c'est en Chine. C'est dans la presse, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de moustiques et les gens ne savent pas comment s'en débarrasser, donc c'est devenu invivable. Voilà, je vous remercie.